pages arrachées à Alexandre Solzhenitsyn. Extrait choisi par Grégoire Lopoukine, lu par Aurélien Recoin. Troisième partie, Staline en portrait. Le premier cercle est le premier grand roman de Solzhenitsyn. Il le commence dès 1955, soit 2 ans après sa libération. Il ne sera jamais publié officiellement en URSS, mais paraîtra aux États-Unis et en France en 1968. Le premier cercle, comme dans l'Enfer de Dante, c'est pour Solzhenitsyn ce que l'on nomme les charachkas, ces camps particuliers où les prisonniers politiques sont pour la plupart savants et techniciens de pointe et travaillent à l'élaboration de projets scientifiques pour le KGB. Solzhenitsyn, mathématicien de formation, a fait lui-même l'expérience de ce type de camp à la fin des années 40. L'action du roman se déroule sur un temps très court, du 24 au 28 décembre 1949, quelques jours après l'anniversaire des 70 ans de Staline, dont l'ombre semble peser sur les 17 premiers chapitres. Staline est constamment là, mais toujours suggéré par des périphrases. Le patron, l'immortel, le chef de toute humanité progressiste, le grand coryphée, le laboureur. Plus avant, en plein cœur du roman, Staline sort tout à coup de l'ombre, mais sous un jour très différent de l'iconographie et de l'hagiographie officielle. Solzhenitsyn nous montre un Staline aux prises avec les affaires quotidiennes, la maladie, la paranoïa. Et le sourire de l'écrivain de souligner l'ironie du décalage entre l'inconséquence de ses pensées et leur terrible exécution. Extrait. La pièce était petite et basse. Il y avait 2 portes, pas de fenêtres. Bien qu'il n'y eût aucune ouverture directe sur l'extérieur, l'air était frais et agréable. Un ingénieur spécialisé était responsable de sa circulation et de sa pureté chimique. Une grande partie de l'espace était occupée par un divan bas et sombre, couvert de coussins à fleurs. Sur le divan était allongé l'homme dont l'image avait été sculptée dans la pierre, peinte à l'huile, à l'aquarelle, à la gouache, au sépia, dessiné au fusain et à la craie, formé avec des pavés, des coquillages, des tuiles, des grains de blé et de soja, sculpté dans l'ivoire, taillé dans l'herbe des pelouses, tissé sur les tapis, reproduite par des escadrilles d'avions et photographiée et filmée plus souvent que n'importe quelle autre image depuis 3 milliards d'années que la croûte terrestre existe. Et il était tranquillement allongé là, les pieds en l'air, chaussé de bottes caucasiennes souples, qui étaient comme de grosses chaussettes. Il portait une tunique militaire avec 4 grandes poches, 2 sur la poitrine, 2 sur les côtés. Une vieille tunique, bien usée, une de celles qu'il avait pris l'habitude de porter depuis la guerre civile et qu'il n'avait remplacée par une tenue de maréchal qu'après la bataille de Stalingrad. Le nom de cet homme emplissait les journaux du monde entier. Il était prononcé par des milliers de speakers dans des centaines de langues, vociféré par des orateurs au début et à la fin de leurs discours, chanté par les voix jeunes et tendres des pionniers et célébré par les évêques. Il était imprimé sur les lèvres des prisonniers de guerre mourants et sur les gencives gonflées des prisonniers des camps. On avait donné ce nom à une multitude de cités et de places, de rues et de boulevards, de palais, d'universités, d'écoles, de sanatoriums, de chaînes de montagnes, de canaux, d'usines, de mines, de fermes collectives, de cuirassés, de brise-glaces, de bateaux de pêche, à des artères de cordonniers, à des pouponnières. Un groupe de journalistes moscovites avait même proposé qu'on le donnât aussi à la Volga et à la Lune. Et ce n'était qu'un petit vieillard avec un double menton desséché, qu'on ne montrait jamais sur ses portraits, à la bouche imprégnée de l'odeur du tabac turc, aux doigts gras qui laissaient des marques sur les livres. Depuis hier, il ne se sentait pas très bien. Même dans cette atmosphère tiède, il avait froid au dos et aux épaules, et il s'était enveloppé dans un châle en poil de chameau. Il n'était pressé d'aller nulle part, et il feuilletait avec satisfaction un petit livre à la reliure brune. Il en regardait les photographies avec intérêt. Ça et là, lisait le texte,
qu'il connaissait presque par cœur, puis continuait à tourner les pages. Il y avait 250 pages, mais il était imprimé en gros caractères bien épais, de sorte que même quelqu'un qui ne lisait pas très bien ou une personne âgée pouvait le déchiffrer sans effort. Sur la reliure, on lisait en lettres dorées « Iosif Vissarionovitch Staline ». Brève biographie. Les mots simples et élémentaires de ce livre avaient sur le cœur humain un effet apaisant. On parlait de son génie stratégique, de sa sage prévoyance, de sa volonté puissante, de sa volonté de faire. Depuis 1918, il était pratiquement l'assistant de Lénine. Mais oui, c'était comme ça, c'était comme ça. Le commandant de la Révolution avait trouvé au front la déroute et la confusion. Et les instructions de Staline constituèrent alors la base du plan d'opération. Parfaitement, parfaitement. Quelle chance nous avons eue qu'au jour difficile de la grande guerre patriotique, nous ayons été dirigés par un chef sage et expérimenté, le grand Staline. Oui, ce peuple avait de la chance. Tout le monde connaît l'écrasante puissance de la logique de Staline, la clarté de cristal de sa pensée. Sans fausse modestie, tout cela était vrai. Son amour du peuple, sa sensibilité envers autrui, sa surprenante modestie. Modestie, oui, c'était très vrai. Très bien tout ça. Et en plus, on disait que le livre se vendait bien. Mais il eut alors une vague nausée. Il remarquait, tout en redoutant de l'admettre, que sa santé empirait de mois en mois. Il avait des trous de mémoire. Il était harcelé par des nausées. Il n'avait pas de douleur précise, mais des heures d'une pénible faiblesse le clouaient sur le divan. Même le sommeil ne le soulageait pas. Il s'éveillait tout aussi mal en point, tout aussi fatigué, avec la même pression dans la tête que quand il s'était couché. Il n'avait pas envie de remuer. Et lui qui avait auparavant une si bonne santé, il devait vivre jusqu'à 90 ans. Mais qu'est-ce qui lui arrivait maintenant? Depuis l'an passé, Staline n'appréciait plus son plus grand plaisir dans la vie, les mets savoureux. Même la soupe d'agneau géorgienne fortement assaisonnée, que son régime lui interdisait d'ailleurs, il la mangeait avec une morne indifférence. Il n'avait pas non plus les mêmes sensations claires quand il goûtait des vins. Ses beuveries se soldaient par de longues migraines. Même la pensée d'une femme commençait à le dégoûter. Et se fixant pour but de vivre jusqu'à 90 ans, Staline songeait avec tristesse au fait que ces années ne lui apporteraient aucune joie personnelle, qu'il aurait simplement à souffrir encore 20 ans pour l'humanité. Un médecin l'avait prévenu mais on l'avait fusillé par la suite. Les stéthoscopes tremblaient dans les mains des plus grands médecins de Moscou. Il ne lui prescrivait jamais de piqûres. Il avait d'ailleurs lui-même ordonné qu'on cessât de lui en faire. 3 jours plus tôt, on avait célébré son glorieux 70e anniversaire. Voilà comment tout ça s'était passé. Le soir du 20, on avait battu à mort le traître Traïcho Kostov. C'est seulement lorsque ses yeux de misérable chien étaient devenus vitreux que les véritables festivités avaient pu enfin commencer. Le 21, il y avait eu une soirée de gala au Bolchoï, et Mao Tse-tung, Dolores Ibaruri et d'autres camarades avaient prononcé des discours. Puis il y avait eu un grand banquet, et après cela un petit banquet. Ils avaient bu des vins vieux provenant des caves espagnoles. Il avait dû boire avec précaution, cherchant sans cesse à découvrir la fourberie sur les visages congestionnés. Les cadeaux d'anniversaire n'avaient d'ailleurs pas tenu dans les 10 salles du musée de la Révolution. Staline était allé les regarder de nuit. À quoi l'avançaient tous ces cadeaux? Il s'en lassera sans tarder. Et puis, là-bas, au musée, un souvenir déplaisant lui était remonté à la mémoire, mais sans se préciser tout à fait, comme cela lui arrivait si souvent dernièrement, de sorte qu'il s'était retrouvé avec la seule sensation déplaisante de ce souvenir. Voilà comment s'était passé son remarquable anniversaire. Toutes ces cérémonies ne lui avaient pas apporté une totale satisfaction. Staline éprouvait dans la poitrine une sensation de serrement qui l'inquiétait. Cela avait un rapport avec le musée, mais il n'arrivait pas à comprendre lequel. Le peuple l'aimait, oui, mais le peuple avait tant de défauts. Comment pouvait-on les corriger? Comment on pourrait construire plus vite le communisme s'il n'y avait pas tous ces bureaucrates sans âme?
s'il n'y avait pas les grosses légumes, imbus de leur importance, s'il n'y avait pas tant de faiblesse dans le travail d'organisation et d'endoctrinement des masses, s'il n'y avait pas ce laisser-aller dans l'éducation du parti, ce ralentissement dans le rythme de la construction, ces retards dans la production, une production d'articles de mauvaise qualité, cette mauvaise planification, cette indifférence envers l'adoption des moyens techniques et d'équipements nouveaux, ces refus des jeunes gens de partir pour les régions éloignées, cette perte de céréales dans les champs, ces dépenses inutiles faites par les comptables, ces vols dans les entrepôts, ces trafics auxquels se livraient les gérants, ce sabotage par les prisonniers, ces spéculateurs insolents, ces ménagères avides, ces enfants gâtés, ces bavards des tramways, cet étroit esprit critique en littérature, ces tendances libérales dans le cinéma. Non, le peuple avait encore trop de défauts. Fatigué par l'inaction, Staline s'abandonna malgré lui à des pensées accablantes. En cet instant particulier, son attention lassée ne se concentrait sur rien. Alors il aperçut sur la table basse un livre. Un livre dans une édition brochée à bon marché, à la couverture rouge et noire, et il se souvint aussitôt de ce qui lui avait serré la poitrine, de ce qui lui avait donné des brûlures d'estomac, de ce qui avait gâché son anniversaire. C'était celui qui aujourd'hui encore se dressait sur son chemin et qu'on n'avait pas écarté. Tito. Tito. Comment cela était-il arrivé ? Comment avait-il pu se tromper sur cette âme de scorpion ? Les années 1936 et 1937 avaient été si glorieuses. Tant de têtes jusque-là intouchées étaient tombées cette année-là. Mais il avait laissé Tito lui échapper. Avec un grognement, Staline posa ses pieds par terre, se redressa et porta les mains à sa tête grisonnante, où se dessinait déjà un début de calvitie. Une exaspération incontrôlable s'empara de lui. Comme un héros de légende, Staline avait toute sa vie coupé les têtes toujours jaillissantes de l'hydre. Il avait abattu ainsi toute une montagne d'ennemis. Et voilà qu'il avait trébuché sur une motte de terre. Iossif avait trébuché sur Iossif. Un socialisme meilleur, différent de celui de Staline. Mais quel aplomb! Qui pouvait bâtir un socialisme sans Staline? Staline s'aperçut soudain que son cœur battait plus fort, qu'il avait la vue brouillée et qu'il sentait dans son corps des spasmes déplaisants. Il contrôla son rythme respiratoire. Il se passa la main sur le visage et la moustache. Il ne pouvait pas céder. S'il le faisait, Tito lui ferait perdre toute tranquillité, tout appétit, tout sommeil. Sa vision redevenue normale, il revit le livre rouge et noir. Le livre n'y était pour rien. Staline le saisit d'un geste satisfait, cala son oreiller derrière lui et reprit une position à demi allongée. C'était une édition tirée à des millions d'exemplaires dans 10 langues d'Europe de Tito, le maréchal des traîtres, par Renaud de Jouvenel. C'était une bonne chose que l'auteur parût extérieur à la discussion, que ce fût un Français objectif, mais oui, et avec un nom aristocratique par-dessus le marché. Tout était là dans ce livre, tout. Le fait que Tito, selon toute apparence, était un espion anglais, et qu'il était fier de ses caleçons marqués de la couronne royale, qu'il était repoussant physiquement, qu'il ressemblait à Göring, qu'il avait des doigts recouverts de grosses bagues, qu'il était festonné de médailles et de décorations. Que c'était pathétique cette vanité chez un homme sans aucun génie militaire. Oui, c'était un livre objectif, sérieux. Est-ce que Tito n'avait pas des perversions sexuelles? Il faudrait parler de ça aussi. Le parti communiste yougoslave est entre les mains de meurtriers et d'espions. Tito n'a pu prendre le pouvoir que parce que Bela Kun et Traicho Kostov l'ont soutenu. C'était étonnant à quel point, avec le recul du temps, les intrigues de ces misérables apparaissaient clairement. Avec quelle habileté ils s'étaient déguisés. En tout cas, il avait cloué le bec à Bela Kun en 1937. Mais 10 jours plus tôt, Kostov avait encore réussi à déshonorer un tribunal socialiste.
Une honte pour le monde entier. Quelle astuce abominable l'accusé avait déployée. Tromper les enquêteurs les plus expérimentés, se traîner à leurs pieds et puis en séance publique dénoncer tout cela, en présence de correspondants étrangers. Où sont les convenances? Où est la solidarité prolétarienne? Allez, meurs, mais meurs de façon à nous être utile au moins. Staline repoussa le livre. Non, il ne pouvait pas rester allongé là. La bataille l'appelait. Un pays sans souci peut dormir, mais pas son père. Il s'approcha du miroir. Son regard était clair et d'une incorruptible sévérité. Même les premiers ministres ne pouvaient supporter ces yeux-là. Son aspect était sévère, simple, militaire. Il appela son ordonnance pour se faire habiller. Même pour ses proches, il avait l'aspect qu'il entendait avoir devant l'histoire. Sa volonté de faire, sa volonté inflexible. Abakoumov, ministre de la Sécurité d'État, était un homme râblé, décidé. Et quand il venait pour être reçu par Staline, il restait chaque fois pétrifié de frayeur. Tout comme en pleine époque d'arrestation, les citoyens avaient peur quand ils entendaient des bruits de pas dans l'escalier. La peur lui donnait tout d'abord une sensation de froid glacial aux oreilles, puis de brûlure, de sorte qu'il en venait à craindre, en plus de voir ses oreilles perpétuellement enflammées, d'éveiller la méfiance du patron. Staline se méfiait du plus petit détail. Il n'aimait pas, par exemple, voir quelqu'un fouiller en sa présence une poche intérieure. Abakoumov fit donc passer ses 3 stylos qu'il tenait prêts à noter les instructions de sa poche intérieure à sa poche de poitrine. Une fois par mois, le chef absolu voulait sonder la personnalité de l'individu auquel il avait confié la sauvegarde du système qu'il dirigeait. Ces audiences d'1 heure étaient le lourd prix dont Abakoumov avait à payer le pouvoir et l'influence qu'il exerçait. Il ne vivait, il n'était heureux que d'une audience à l'autre. Staline était terrifiant parce qu'une erreur commise en sa présence était l'erreur qui suffisait à déclencher une explosion irrémédiable. Staline était terrifiant parce qu'il n'écoutait pas les excuses, qu'il n'accusait même pas. Ses yeux jaunes de tigre s'éclairaient seulement d'une lueur inquiétante, ses lourdes paupières s'abaissaient un peu, et, en son fort intérieur, il prononçait le verdict, et le condamné l'ignorait. Il partait en paix, était arrêté le soir même, et fusillé au matin. Bien sûr, Abakoumov comprenait très bien que dans son enthousiasme zélé, il s'était élevé trop haut. Rester plus bas aurait été moins dangereux. Avec ceux qui étaient loin de lui, Staline parlait agréablement et avec bonne humeur. Mais il n'y avait aucun moyen de faire marche arrière quand on était l'un de ses proches. La seule issue était d'attendre la mort. Sa propre mort. Ou bien... Bonsoir, Yossif Vissarionovitch. Vous permettez? Il avait fait une erreur. Il ne s'était pas éclairci la gorge à temps, et sa voix avait un accent rauque qui manquait de loyauté. Staline, vêtu d'une tunique à boutons dorés et arborant plusieurs rangées de décorations, mais pas d'épaulettes, était en train d'écrire à son bureau. Il termina sa phrase, et ce fut à ce moment seulement qu'il leva vers son visiteur un regard sinistre de vieille chouette. Et il ne dit rien. Très mauvais signe. Il n'avait pas dit un mot. Staline tapota sa pipe contre le bord du cendrier. Quel est l'état d'esprit de nos jeunes? Abakoumov leva les mains dans un geste éloquent mais ne dit rien. Staline n'attendait pas de réponse. Il déclara avec conviction tout en continuant à tapoter sa pipe. Il faut faire plus attention aux jeunes. Nous devons nous montrer particulièrement intolérants envers les défauts des jeunes. Nous devons intensifier notre surveillance sur l'humeur des étudiants. Nous devons nous attaquer non seulement aux individus, mais aux groupes entiers. Et nous devons profiter de la marge de châtiment que nous laisse la loi. 25 ans, pas 10. 10 ans, c'est comme l'école, pas comme la prison. On peut donner 10 ans aux jeunes écoliers, mais dès qu'ils ont du poil au menton,
25. Ils sont jeunes, ils survivront. Abakoumov notait avec assiduité. Le premier rouage d'un immense engrenage venait de se mettre en marche. Et il est temps de mettre un terme à cette vie d'estivant qu'on mène dans nos prisons politiques. Beria m'a raconté qu'on autorise toujours les colis. C'est vrai, ça? Il parlait sans colère. Dans son regard adouci, on lisait la confiance en Abakoumov. Il comprendrait, il apprendrait. Nous comprenons, la lutte de classe va s'intensifier. Raison de plus pour que vous sachiez à quel point nos mains sont liées par l'abolition de la peine de mort. Voilà 2 ans et demi maintenant que nous nous cognions la tête contre ce mur. Rendez-nous la peine capitale. Nous avons besoin de la peine capitale. Staline avait l'air de sourire, d'esquisser un sourire. Un léger frémissement agita sa moustache drue. « Je sais, dit-il calmement. J'y ai pensé. Un jour, bientôt, je vous rendrai la peine capitale. » Stupéfiant. Il savait tout. Il pensait à tout. Comme une divinité régnante, il prévenait les pensées de son peuple. « Mais tu n'as pas peur d'être le premier à être abattu ?» Abakoumov sentit la morsure de ce mot comme une gelure d'hiver. Le très cher était planté devant lui, et il scrutait les traits du ministre pour voir comment celui-ci prenait la plaisanterie. N'osant ni se lever ni rester assis, Abakoumov était à demi redressé sur ses jambes crispées que la tension faisait trembler. « Si je le mérite, si c'est nécessaire. » Staline le considéra d'un regard sagace et pénétrant. En cet instant, il se posait justement la question qui lui venait toujours à l'esprit à propos d'un intime. Le temps n'était-il pas venu de se débarrasser de lui? Il avait longtemps joué avec cette vieille clé de la popularité. D'abord encourager les bourreaux, puis, le moment venu, condamner leur ardeur sans limite. Le moment viendrait inévitablement où il faudrait jeter Abakoumov dans la même fosse. « Correct, » dit Staline, avec un sourire bienveillant, comme pour approuver sa vivacité d'esprit. « Quand tu le mériteras, nous t'abattrons. Tu vas bientôt avoir beaucoup de travail, Abakoumov. Nous allons prendre le même genre de mesures qu'en 1937. Avant une grande guerre, une grande purge est nécessaire. Renforce les organisations. Le personnel, les salaires, je ne te refuserai rien. » Puis il le congédia paisiblement. Abakoumov ne savait pas s'il marchait ou s'il flottait au-dessus de la moquette pour aller reprendre sa serviette dans le bureau à l'entrée. Non seulement il pouvait vivre maintenant tout un mois, mais n'y avait-il pas un élément nouveau dans sa relation avec le patron? Bien sûr, il y avait eu cette menace d'être abattu, mais ça, oui, ça, ce n'était qu'une plaisanterie. C'était Pages arrachées à Alexandre Solzhenitsyn, avec Aurélien Recoing et Marina Moncade. Troisième partie, Staline en portrait. Extrait choisi dans Le Premier Cercle. Conseillère littéraire Emmanuelle Chevrière. Équipe de réalisation Benjamin Vignal, Maïwen Lejehan, Claire Chénaud, Jean-Mathieu Zande. Le Premier Cercle est paru aux éditions Robert Laffont, traduit par André Gabriel Kibarty.